I was there when it happened. So we're heading Alors, on s'en va dans une partie de la conférence où on va discuter de la mission de CICADA en relation à nos 7 axes thématiques. Et juste avant de vous adresser la parole là-dessus, le plan de match aujourd'hui, en termes de nourriture, c'est la traite, le restaurant ici en bas qu'on connaît très bien pour le dîner et pour le souper. On va à côté, c'est 5 ou 6 minutes de marche à un restaurant qui s'appelle Sagamite. Et il y aura une diapo tout à l'heure avec une petite carte des instructions pour s'y rendre. Il va falloir finir à l'heure aujourd'hui à 17 heures pour que les gens puissent se rendre au restaurant à 18 heures et revenir ici à 20 heures pour 2 courts-métrages. Alors, les axes thématiques. Au niveau purement pragmatique, au niveau des bourses, les agences aiment voir des choses organisées dans des axes thématiques. Ça aide les évaluateurs à comprendre ce qu'on fait au niveau conceptuel. Et donc, ce qu'on écrit, c'est très important. Ça doit être assez court et concis. Et idéalement, on veut partir d'ici avec un énoncé sur chaque axe thématique. Et ça sera réduit à une page parce que nous avons peut-être une page et demie maximum. Ça peut servir à mettre à jour la page de notre site Web en ce qui a trait à chaque axe thématique, mais nous avons une application de 25 pages, les descriptions de CICADA, on a 25 pages. Alors, si on a 7 axes, c'est déjà un tiers du texte à une page par axe thématique, par thème, en fait. Et on veut aussi rajouter un peu d'étoffe et on peut décrire un peu ce qu'on fait en termes de groupe, région, gouvernance, et les 25 pages se rempliront très rapidement. Alors, ça sera très utile pour moi pour pouvoir assembler tout ça, d'avoir de chaque groupe et chaque chef de groupe thématique, avant la fin de la réunion, avoir des pépites que je peux intégrer dans la production de l'application. Mais on parle conceptuellement de ce qu'on fait et ça va devoir communiquer ce qu'on a fait en tant qu'équipe dans le processus des 2 dernières années comme centre émergent et ça va devoir communiquer ce qu'on fera à l'avenir en ce qui a trait à ces thématiques en espérant qu'on soit financer le centre de fonctionnement pour les 6 prochaines années. Alors, c'est notre objectif, mais bien sûr, comme j'ai dit auparavant, hier, c'est la substance de ce qu'on produira qui fera en sorte qu'on pourra convaincre et on devra avoir une bonne discussion étoffée là-dessus. C'est les chefs d'équipe qui mèneront la discussion. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec nos axes qui parlent de projets de vie, ontologie, et Mario et Sylvie vont mener la discussion et ils espéraient
avoir une version en espagnol et une version en anglais. Est-ce que ça fonctionnera? Oui, on peut essayer et voir si Phil, Mario se demande si on pourrait lire en ayant les deux côte à côte. Est-ce qu'on peut essayer ça? On peut connecter ça. Ça sera un combat d'ici à ce qu'on... Juste pour vous rappeler, il n'y a rien de sacré avec ces chaises ici. Tous ceux qui ont besoin d'une place, c'est ouvert. Vous pouvez vous asseoir ici. Bonjour. Donc, en attendant la technologie, on va débuter la journée. Je vais parler en français. Je suis sûre que ça vous a manqué. Il n'y en a pas eu beaucoup hier. Donc, pour présenter dans les grandes lignes cet axe numéro 1, qu'on avait intitulé « Projet de vie, bien vivre, communauté de vie et ontologie autochtone ». Je pense que l'axe a démontré sa pertinence, ne serait-ce que dans tout ce qu'on a entendu hier, notamment en termes de projet de vie des communautés autochtones, projet de vie très spécifique selon, évidemment, les communautés, selon le contexte politique dans lequel ils sont, selon la plus ou moins grande accessibilité du territoire. Ce qui est ressorti pour moi, dans tout ce qu'on a entendu hier, si je le pense en termes de projet de vie, on a eu des exemples quand même assez précis,
Mais les deux fils conducteurs étaient définitivement la relation à la terre et au territoire et tout ce que ça implique, et toute la question des savoirs et de la transmission des savoirs, savoir entendu dans un sens large, de savoir-faire et savoir-être. Donc, cet axe-là, pour moi, reste un genre de... Bon, on voit bien que tous les axes dans CICADA sont très interreliés. L'axe 1 reste pour moi un peu un thème transversal. Tous les thèmes qui sont identifiés dans cet axe restent des thèmes transversaux qu'on retrouve là, après dans les différents axes. Je vais laisser le soin à Mario donc, de définir peut-être plus précisément ce projet de vie, parce que c'était un peu son concept, donc qu'il avait élaboré il y a quelques années. Sur la question des ontologies, je trouve que ça reste quelque chose de très important sur laquelle on doit s'interroger pour raffiner nos outils conceptuels et méthodologiques dans notre travail, dans notre relation avec les Autochtones. Je ne sais pas dans quelle mesure les gens, j'imagine que maintenant la plupart d'entre vous êtes familiers avec cette question des ontologies. Pour ceux qui le seraient moins, juste une petite anecdote. Donc, je travaille avec la nation Atikamekw ici au Québec. Et il y a quelques années, lorsque dans une séance de travail, je me suis mise, comme j'aurais pas dû, mais je me suis mise à parler d'ontologie. Et j'ai un ami Atikamekw qui me dit, bon, qu'est-ce que c'est ça encore? C'est une nouvelle maladie de blanc. Juste pour dire que des fois, on arrive avec des termes qui sont peut-être pas très près de l'expérience des gens, mais d'un autre côté, je pense que la question ontologique en anthropologie nous a amenés à raffiner nos outils conceptuels et méthodologiques et dans notre relation avec les Autochtones. Très largement, dans la mesure où le tournant ontologique nous a amenés à un déplacement, donc des questions essentiellement épistémologiques, des questions des représentations, ce qu'on appelait les visions, ce qu'on appelle encore les visions ou les cosmovisions du monde, ce déplacement donc vers la question des représentations, vers les théories de l'être et de l'existence. Donc on n'est plus tant dans des visions d'un monde unique que différents mondes et différents manière d'être humain d'une certaine façon. Donc, la question ontologique nous oblige ou nous amène comme anthropologues à prendre très sérieusement ce que les Autochtones disent de leur monde et comment ils conçoivent et expérimentent leur monde. Et non pas de prendre l'avenue facile de dire ce sont des croyances. Mais je pense que hier, de toute façon, on a eu des très bons exemples où toute cette dimension-là a très bien cheminé. Donc, dans notre texte, en fait, c'est ça l'idée. On voulait que vous ayez le texte en vue. Je ne sais pas dans quelle mesure il y en a qui ont lu cette page de l'axe thématique où on définit les projets de vie et l'ontologie autochtone. Donc, il y a ce terme d'ontologie relationnelle qui ressort et qui est utilisé de plus en plus par donc, certains des chercheurs autour de la table pour essayer d'identifier, de spécifier les ontologies autochtones ou la différence autochtone. Donc là, je sais que Colin nous a demandé d'être succinct dans la description de chacun des axes pour la demande de subvention. Donc là, moi, c'est pas tant ici d'essayer de raccourcir ce texte-là, mais donc d'essayer de préciser l'axe et de le raffiner pour donc la demande de subvention à venir. Et il y a dans cette ontologie relationnelle, il y a 4 éléments que j'aimerais préciser, qui sont ressortis hier pour moi très clairement, qui ressortent de la plupart des travaux, donc lorsque on travaille comme chercheur non autochtone avec les Autochtones. Mais évidemment, donc je veux votre feedback, c'est ça l'idée un peu aujourd'hui de la journée, autour des axes, donc la pertinence des axes et comment on va définir les axes. Donc là, je vous soumets un peu 4 éléments que moi, j'aimerais peut-être amener dans la prochaine définition de cet axe sur les projets de vie, les ontologies autochtones et les ontologies relationnelles. Et ces 4 éléments, donc,
comme je dis, je trouve que déjà hier, dans la journée d'hier, ils sont ressortis assez clairement dans les différents projets, les différentes initiatives en contexte autochtone qui nous ont été présentés. Donc, les deux premiers sont des principes ontologiques, donc celui de la relationnalité, donc ça ressort assez clairement, donc comment les mondes autochtones se construisent autour de la relation, donc de ce principe ontologique du relationnel, des relations sociales et comment ces relations incluent de toute évidence aussi le non-humain. Donc, les Autochtones pensent les collectifs comme des collectifs d'humains et de non-humains sur un mode résolument politique aussi. Donc, cette dimension de la relationnalité, je pense, elle est très présente. L'autre élément, l'autre principe ontologique est celui de l'ancestralité. C'est revenu très fréquemment hier, la relation aux ancêtres, mais non pas tant les ancêtres comme quelque chose de passé, mais les ancêtres comme quelque chose qu'ils nous ont livré, qui nous ont transmis dans le présent et cette coprésence des ancêtres encore sur le territoire. Donc, cette question de l'ancestralité et de la coprésence des ancêtres sur le territoire. L'autre élément, ce n'est pas tant un principe ontologique qu'une valeur autochtone, toute la question de la réciprocité. Donc, ça revient constamment. Pour des chercheurs non autochtones habitués de travailler avec les Autochtones, la question de la réciprocité, évidemment, elle revient très fréquemment. Elle nous oblige, nous aussi, comme chercheurs non autochtones, d'embarquer dans cette relation de réciprocité. Et c'est ce que je trouve assez extraordinaire, je dirais, dans le projet de CICADA et dans les différents groupes là, de chercheurs et de partenariat avec des Autochtones qu'on a entendu hier ou à l'automne passé. Comment donc les chercheurs non autochtones ont développé cette relation de réciprocité. Et ce n'est pas nous qui l'avons développée, c'est vraiment les Autochtones qui nous ont amenés à embarquer dans ce type de relation de réciprocité. Donc, c'est plus... et comment la réciprocité dans cette... Donc, excusez, là, je me suis perdue un peu, mais... Donc, la réciprocité, les Autochtones la pensent dans les relations entre humains, mais dans les relations entre humains et non-humains. Et donc, ils les pensent dans la relation au niveau de la relation de la recherche aussi. Donc, ça oblige les chercheurs à adopter, les chercheurs non occidentaux à adopter une attitude d'humilité aussi lorsqu'ils travaillent avec les Autochtones. Et le quatrième point, le quatrième élément qui est ressorti très clairement hier aussi, qui est une valeur pour les Autochtones, qu'on a peut-être un peu perdu dans les mondes non autochtones ou dans les mondes occidentaux, c'est toute la question de la responsabilité. Et c'est intimement lié avec la question de la relationnalité, de l'ancestralité et de la réciprocité, c'est-à-dire que quelque part, la personne se sent responsable parce qu'elle est intimement liée avec tout ce qui l'entoure. Elle est liée dans des relations d'échange et de réciprocité, donc quelque part, elle a ce sens de la responsabilité. Alors, tout le langage, très souvent, les Autochtones ont adopté dans leur volonté d'avoir des droits reconnus sur le territoire et de récupérer leur territoire et d'être reconnus de toute façon comme peuple. Ils ont mis l'accent sur toute la question des droits parce que nous, c'est comme ça que l'Occident le présente aussi. Mais dans les mondes autochtones, il y a toujours eu quand même cet équilibre entre droit et responsabilité. Je vais tout faire mon affaire, puis après, I'll do my thing, and after I give you... Do you want we swap? We all right? We swap? OK. Est-ce qu'on change de place? Ça va? Après les petits problèmes techniques, c'est une des choses que maintenant on a une description de cet axe. Je ne sais pas combien d'entre vous ont eu la chance de regarder ça un peu plus longuement de ce qu'on voit ici dans le premier paragraphe. Alors, une des choses qu'on discute, c'est de penser à raffiner la description de l'axe et
la partie que Sylvie mentionnait au niveau de cette notion de l'ontologie, l'autre aspect qui est ressorti clairement pour nous dans la dernière année ou dans les dernières années quand on a présenté cette description de cet axe et le problème qui origine dans le collectif et dans la collectivité. C'est quelque chose qui en sera poussé vers cette proposition à l'avenir par ceux qui regardent ça et c'est bien ces idées, ceux qui vont regarder notre application, cette ontologie dans les communautés. Il y a très hétérogène de nos jours les communautés qui auront des compositions très différentes dans la relation entre les humains et les non-humains, dépendant beaucoup sur l'expérience de différentes communautés. Je suis revenu du Paraguay et avec les communautés et je peux voir les défis de pouvoir garder des projets de vie qui étaient consensuel il y a quelques années et c'était une bataille constante de tous les instants, un combat pour garder ça ensemble. Les personnes ont des différentes relations de ce qui est territorial et c'est un des noms ou des étiquettes qu'on peut mettre sur cette idée de collectivité et Sylvie parlait de ça, beaucoup des façons avec lesquelles les projets de vie surviennent. Il faut que ce soit écrit dans la langue qui est parlée par l'État. Et le langage des droits et le territoire, c'est devenu une de ces terminologies. Et le territoire, c'est très différent pour différents groupes de personnes. Et une des choses qu'on a vues avec certaines communautés, c'est qu'on a des gens des familles qui ont une opération assez grosse de leur ranch dans la communauté et les différentes visions qu'ils ont très différentes de ceux qui dépendent de la chasse et de la pêche. Et la même chose arrive avec les gens qui seraient des enseignants qui dépendent de l'État et dépendant des ranchs qui sont autour et de l'agriculture qui est autour. Et garder ces différentes relations en contexte, ça ne veut pas dire que ces différences font en sorte qu'il n'y a pas de possibilité de consensus, mais c'est pas automatique. Et dans une grande proportion, parce que les choses qui sont en jeu, les choses que les non-humains qui font partie du territoire, c'est pas la même chose. C'est pas considéré de la même façon pour tout le monde dans la communauté. Alors, comme j'ai dit, pour certaines des personnes, un animal est un animal et c'est tout. Et ces personnes ne sont pas impliquées ou connectées à une relation avec l'esprit de l'animal et ça arrive et c'est quelque chose qu'on devrait garder en tête quand on travaille sur ces projets parce que ça devient un défi. Penser et réfléchir avec nos partenaires et comment conserver ces différentes visions dans la communauté et pour les pressions qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas de problèmes ou qui ne considèrent pas les différences qui pourraient survenir dans ces projets de vie. Alors, un des autres points qu'on pensait important de raffiner dans cette description de notre axe, et je voudrais vous entendre à ce propos pour savoir comment vous exprimez ça. Je ne sais pas, maintenant, c'est de séparer cette discussion, savoir du feedback de vous en termes de la description qu'on a ici et ensuite aller vers ce qui est inclus dans ce qu'on inclut dans l'axe dans notre demande de subvention, ce qu'on va faire avec cet axe. Je ne sais pas si est-ce qu'on arrête un instant et on travaille sur la description et ensuite on travaille sur
On peut regarder du côté pragmatique le projet et est-ce que c'est allumé? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Sur le plan, au niveau conceptuel aussi, là, pour raffiner cet axe sur les questions ontologiques, toujours en relation avec ce qu'on a entendu hier, il y a été question, donc, on a parlé de violence. On parle souvent de violence lorsqu'il est question des Autochtones. Hier, ça a été Justin, Peter, Fanny ont parlé de violence, violence physique, violence structurelle. Mais sur cet axe donc, des ontologies, je pense qu'on peut très certainement parler de violence ontologique aussi. Donc ça, c'est un élément là, que j'aimerais insérer dans cet axe sur les questions ontologiques. Donc cette question de la violence ontologique dans les coexistences entre les mondes autochtones et non autochtones, dans les relations avec l'État, dans les relations avec les compagnies. Donc, il y a, oui, évidemment, ces violences physiques et structurelles, mais les violences ontologiques sont aussi très présentes et on le sent donc très souvent quand les Autochtones, on entend les récits, les témoignages des Autochtones, donc qui sont face à la destruction des territoires, donc ils sont blessés dans leur être le plus profond. So now we open to your suggestions. Alors maintenant, on est ouvert à vos suggestions. C'est un thème qui a trait au plan de vie. Hier, on a parlé un petit peu des plans d'intégralité, des plans de vie intégraux que nous développons en Colombie. Je suis d'accord avec cette vision. Justement, cette vision que vous êtes en train de développer. En effet, les plans de vie d'intégralité doivent aller plus loin que la cosmovision, la vision cosmogonique des peuples. Nous sommes des autochtones, mais nous sommes diversifiés aussi. Chaque plan de vie doit pouvoir refléter la communauté, la cosmovision, la vision cosmique de chaque communauté. Dans les plans de vie, on doit pouvoir inclure le passé. Il y a les aînés ou les ancêtres, en fait. Les ancêtres n'appartiennent pas au passé, comme on l'a dit. Les ancêtres sont ceux qui, précisément, sont dans le présent et qui donnent force au mouvement communautaire, lui permettant d'aller de l'avant. Alors, le concept même de plan de vie n'est pas unique pour les peuples autochtones. Chaque peuple conçoit ce plan selon sa vision du monde, sa vision cosmique. J'ai travaillé avec la présidence de la République en Colombie. Nous voulions proposer une méthodologie afin que les peuples puissent formuler leur plan de vie, soit par écrit, comme on l'a dit hier. Si les peuples ont atteint la conservation de leur culture, s'il vous plaît, si vous voulez, pas besoin d'écrire ça. C'est-à-dire que s'ils ont pu préserver leur langue, pas besoin de l'écrire. Si un peuple a conservé sa langue, c'est différent qu'un autre peuple qui n'a pas su le faire, n'a pas pu le faire. Alors, c'est très important d'utiliser notre propre langue afin d'appréhender le monde, de le concevoir, de voir le monde selon notre langue, qui est une sorte déjà d'intendance de la vie collective communautaire, une façon de mettre de l'ordre dans la vie. Lorsque les peuples autochtones sont toujours traditionnels, sont restés traditionnels, selon eux, c'est très facile de concevoir un plan de vie, par opposition aux peuples qui ont souffert de violence. Là où il y a une rupture, il y a un fossé entre eux et leur vie ancestrale. Ces peuples, pour différentes raisons, ont perdu leur tradition, n'ont plus accès à leurs racines ancestrales. Et eux, ils vont donc concevoir leur plan de vie de façon différente. Beaucoup de peuples ont perdu l'usage de leur langue autochtone et leur vision du monde a changé aussi.
Prenant en compte toutes les différences dans la diversité qui existe, nous avons proposé une approche méthodologique. J'étais fonctionnaire à l'époque en Colombie lors du premier mandat du gouvernement actuel, donc je travaillais avec la présidence colombienne. Nous avons fait une proposition, mais ce n'est qu'une proposition, comme le nom l'indique. C'était pour essayer de voir au minimum comment on devrait pouvoir travailler ensemble dans les groupes sans plan de vie. On ne peut pas renforcer les éléments de la vie traditionnelle des peuples autochtones. On pourrait arriver avec n'importe quelle idée, n'importe quel document et dire n'importe quoi, mais non, le plus important, comme je l'ai dit, c'est que la force réside sur les traditions, sur la force du passé, des ancêtres. Afin de pouvoir continuer à exister comme peuple autochtone, nous devons reposer notre approche sur ce legs. Maintenant, la question, c'est que peut-on proposer comme plan de vie? Nous avons considéré l'élément suivant. Aujourd'hui, il est extrêmement nécessaire pour les peuples autochtones de pouvoir dialoguer vers l'extérieur. Leur plan de vie doit être donc leur carte de navigation pour savoir comment entrer en relation avec la société, avec l'État, pour pouvoir mettre de l'ordre dans la pensée afin de ne pas avoir de mauvaises relations, des relations où il pourrait avoir des frictions. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais ce plan de vie peut-il avoir plusieurs rôles, fonctions? Je ne sais pas comment le dire. Activités? Bon, en fait, est-ce que ça peut être un outil qui peut être utile pour renforcer vers l'intérieur et pour créer les meilleurs liens possibles vers l'extérieur? Cela pourrait servir comme une carte de navigation. Bon, voilà, un instrument de dialogue interculturel, intergénérationnel également. Un instrument de respect entre les peuples autochtones et le gouvernement. La majorité des peuples autochtones, nous ne sommes plus isolés sur nos territoires. Nous avons établi des relations constantes avec l'État pour pouvoir mener nos projets de développement, nos projets de vie communautaires. De même que les gouvernements de l'État ont leur propre agenda, leur ordre de priorité gouvernementale, les peuples autochtones ont également leur agenda de gouvernement qui fait partie de leur plan de vie, ce qui permet aux relations d'être beaucoup plus faciles pour que ces relations soient moins violentes. Des fois, on ressent la violence à cause de l'attitude des autres, de l'autre. Mais qui est l'autre? On ne connaît pas l'autre. Mais grâce au plan de vie, on peut savoir qui sont ces peuples, qui sont ces autres, comment pensent-ils, comment appréhendent-ils le monde, comment perçoivent-ils l'environnement, comment voient-ils le monde, comment font-ils leur gouvernance, comment est-ce qu'ils administrent la justice sur leur territoire. Le plan de vie peut nous aider sur tous ces plans. Un plan de vie nous aide à mettre de l'ordre dans la pensée et nous permet d'avoir une vie plus harmonieuse, une vie plus dynamique, disons, avec le reste de la société. Comme je l'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui conçoit les choses de la même façon. Il y a des peuples qui ont parlé de plan de vie afin de pouvoir répondre aux exigences liées aux plans de développement gouvernementaux. Chaque gouvernement, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils ont leur plan de développement trimestriel et les Autochtones disent, beaucoup d'entre eux disent non, non. Nous disons non. Nous allons nous baser sur le plan de vie qui n'est pas un plan de développement. C'est un plan de vie qui n'est pas juste là pour 4 ans. Ça va bien au-delà de ce mandat. C'est pour au moins 30, 40, 50 ans et plus. Donc, il faut considérer quelles sont ces caractéristiques des plans de vie. Et il faut savoir depuis quel niveau on commence à travailler et jusqu'où. À partir de où et jusqu'où, quelle est la portée de ces plans de vie. Merci. Oui? Justin? J'ai de la difficulté avec les grands mots. J'aime les gros mots et j'ai de la difficulté. Et le mot pour l'ontologie, est-ce qu'il y a une façon plus simple de le dire? Et je pense que on prend des relations au sérieux. C'est ce que je veux dire. Comment est-ce qu'on prend des relations au sérieux?
comment prendre au sérieux les façons différentes que les gens vivent et comment prendre au sérieux la violence qui arrive aux gens au niveau physique et psychologique quand une façon de vivre est reniée et comment prendre au sérieux que les puissants doivent valoriser les autres et comment prendre au sérieux le point sur la difficulté de réconcilier les différences. Et les différences viennent des facteurs externes ou ce sont juste les différences entre les gens. Donc, pour moi, on essaie de prendre des relations au sérieux quand vous utilisez ce terme. Les gens qui ne sont pas des universitaires ou des anthropologues, l'ontologie, ça peut être un terme un peu inutile. Donc, quand on parle il faut savoir quand utiliser ce terme ontologie relationnelle et ne pas l'utiliser, mais finalement, on va juste prendre des relations au sérieux. Merci. Juste pour continuer, je pense que la définition de Sylvie de l'ontologie relationnelle est très utile parce que on concrétise quelque chose qui est très abstrait, mais le point qu'on fait, qui est très important, c'est que l'ontologie relationnelle est très relationnelle à l'ontologie néolibérale. Et je crois que nous devons vraiment garder à l'esprit ce contraste en tout temps. C'est une sursimplification, mais une bonne partie de la lutte que nous entendons des communautés ou des difficultés, c'est qu'ils essaient de comprendre ou de s'ajuster à l'ontologie néolibérale et les théories du néolibéralisme et les arguments théoriques, la notion de l'ontologie et les termes ontologiques. Je pense qu'il y a des choses que vous poursuivez dans votre thème sont très importantes, mais il est important de créer vous mettez des choses dans le contexte d'un problème, comme la notion de communauté. Ce sont des choses qu'on utilise de façon très large sans les définir. Donc, je vous encourage de le mettre en contexte de problème. Quand on parle de violence économique, et je me demande si je pourrais l'intégrer aussi. Je sais que Jamie Peck écrit beaucoup de néolibéralisme et il utilise cette terminologie. Et je lui ai demandé où il a trouvé ce terme. Il a dit qu'il ne s'en rappelait pas et qu'il l'a juste inventé. Je crois que c'est un terme, une expression très utile aussi. On parle de violence structurelle. Et c'est important de parler, de problématiser parce que l'ontologie relationnelle se fait critiquer, qu'on dit que c'est une forme d'essentialisme stratégique. Et si on problématise la hétérogénéité qui existe entre les gens qui partagent l'ontologie relationnelle, ils deviennent plus exposés et finalement, je pense que la question importante est de comprendre cette relation entre les ontologies relationnelles et néolibérales. Et il y a le processus de pouvoir où l'ontologie néolibérale cherche à capter l'ontologie relationnelle. Et je pense que la question de résistance est importante et aussi la question, une fois que vous avez adopté une ontologie néolibérale, pourriez-vous encore alors retourner à une ontologie relationnelle? Est-ce que vous pouvez retourner entre ces ontologies? Voici la question. Quand vous avez traversé la fosse, est-ce que vous pouvez retourner? Voici le point important. Martin. Merci. Je voulais juste peut-être continuer dans la même veine de cette relation entre les peuples autochtones et leur vis-à-vis, disons, dans un contexte extractiviste. Ça peut être effectivement la pensée néolibérale, ça peut être la pensée libérale de l'État. Il
il en reste encore quelques-uns qui ont des visées de ce type-là. Mais ma question était peut-être un peu plus pointue, c'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que l'axe, selon vous, l'axe 1 pourrait ou devrait se pencher sur le travail de communication de ces ontologies autochtones? Parce que dans des contextes asymétriques, vous savez tous que c'est souvent les Autochtones qui ont à communiquer leurs différences plus que l'État qui fait le pont vers les ontologies autochtones. Donc, cette communication-là implique un travail très concret qui consiste à se mettre en récit à travers, on a parlé des plans de vie. S'asseoir et développer un plan de vie pour les prochains 30 ans n'est pas une pratique traditionnelle autochtone. C'est un instrument, c'est une technologie qu'on utilise. Certaines communautés vont développer des constitutions, vont codifier leurs droits coutumiers, etc. Donc, il y a toutes sortes de voies, des cartographies, etc. Donc, il y a toutes sortes de moyens pour rendre lisible cette différence-là. Donc, je me demandais, de un, est-ce que l'axe va s'intéresser à cette dimension peut-être historique de développement et de communication de la différence ontologique? Et de deux, croyez-vous que, comme un peu notre collègue le disait, de s'engager sur ces voies-là qui consistent à rendre lisible qui on est pour un État ou pour une compagnie ou quoi que ce soit, a des effets en retour. C'est-à-dire, est-ce que il y a moyen de préserver, disons, une ontologie intacte en la communiquant, ou le simple fait de la codifier ou de la communiquer a des effets rétroactifs sur la communauté elle-même? You have raised your hands, yes, and then John. Okay. Bueno, yo creo que somos lo que... Nous sommes, je crois, ceux qui avons vécu, ceux qui avons lutté également et ceux qui avons ressenti. Je veux donc vous parler à cet égard. Vous parler de ce que je connais quant à mon peuple. Je vis dans ma réserve, dans mon resguardo, ma communauté autochtone, et j'ai eu l'occasion de coordonner le conseil régional autochtone de Caldas qui regroupe les peuples autochtones de ma région. J'ai pu participer également à l'Organisation autochtone de Colombie, Organisation Indígena de Colombia. En ce sens, je pense qu'il y a des besoins urgents pour nos communautés autochtones, nos peuples de Colombie. Indubitablement, dans certaines régions, on va devoir renforcer les organisations, les processus, les gouvernements. C'est impérieux, absolument indispensable dans plusieurs de nos communautés. Il faut renforcer les organisations qui sont fondamentales parce qu'à partir de là, on peut développer tout le reste pour la vie des communautés. Et un peuple bien organisé, une communauté bien organisée, qui peut avoir des critères supérieurs afin de pouvoir traiter avec celui qui vient de l'extérieur, un investisseur, une multinationale, des gens qui représentent les projets de l'État. Si un peuple est mal organisé, ces communautés vont avoir des difficultés supplémentaires. Donc, ceux qui sont mieux organisés peuvent faire face à ce qui vient de l'extérieur. La majorité des peuples du monde doivent considérer un thème central, celui de la défense du territoire. Thème central s'il en est, il faut considérer la défense du territoire du point de vue juridique, entre autres. Il y a le thème de la propriété des terres. La plupart des peuples ethniques, entre guillemets, au monde, nous avons subi des pressions sur le territoire. Nous avons été évincés, déplacés d'un territoire. Les gens de l'extérieur sont très intéressés à notre territoire. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous défendre juridiquement. Nous devons avoir des débats pour faire face au gouvernement, aux États, aux entreprises sur le plan juridique. Je pense qu'il est très important
de s'occuper prioritairement de ce thème de la défense des territoires, nous faisons face à une réalité. Personnellement, en fait, nos territoires ont ce débat qui traite du titre. Et il y a la nécessité d'accès aux terres. Beaucoup de réserves dans mon pays, les resguardos, ont une quantité limitée de territoire comparativement à la population. Donc, très peu de terres pour une grande population. Donc, il y a un besoin ici très important qu'il faut combler. Dans le débat que nous devons tenir, je pense qu'il faut se respecter. Je pense qu'on doit remercier beaucoup d'académiciens, beaucoup de gens qui sont venus nous voir dans nos communautés pour nous appuyer dans notre travail. Mais en même temps, il faut être sensé pour savoir quel est notre objectif final. Si notre objectif n'est qu'académique, alors, s'il vous plaît, il faut avoir plus de respect pour faire ce travail. Nos communautés ont besoin de bien plus que d'un travail académique, plus loin que le conceptuel, les débats d'épistémologie ou académique. Non, il faut mieux que ça. Nos communautés ont besoin de bien plus que de débats conceptuels. Nos communautés ont besoin d'actions concrètes par rapport à leur vie, leur lutte, puisque ces communautés souffrent de violence, ont faim. Donc, il y a toutes sortes de problèmes dans ces communautés, donc on a besoin de bien plus que l'académique. Il faut être respectueux en ce sens. Malheureusement, on a connu une histoire où des universitaires du monde académique arrivent et travaillent avec des entreprises d'extraction. C'est un peu comme les entreprises qui viennent extraire des ressources. Ben, c'est pareil, des académiciens viennent extraire des ressources de connaissances de nous et s'en vont. Alors, les plans d'organisation sont très importants pour les communautés. Beaucoup de communautés ont ce genre de plan, mais ce n'est là qu'un pont, finalement, entre le monde extérieur et le monde intérieur. Les gens à l'intérieur connaissent leur vie, leur histoire. Ils sont branchés sur leur vision du monde, du cosmos, de l'univers. Ils ont maintenu un lien avec l'univers. Mais ce lien avec l'univers est très important. Indubitablement, le monde de l'Autochtone, c'est un monde extrêmement différent du monde citadin. Celui qui est né dans une ville, qui est né dans un monde individualisé, il a une réalité complètement différente de celui qui vit dans nos villages où on a une vie communautaire. Merci. Peter, Ingrid? Just have to remind us of the clock. Il faut juste se rappeler de l'heure aussi. Si on enlève 5 minutes de chacun des 4, on reviendra sur l'horaire pour le dîner. Ça veut dire qu'on arrêtera ici, on passera au prochain axe, à la prochaine axe. Donc, on va peut-être couper quelques minutes dans le dîner, mais on peut gérer quelques autres commentaires. Mais j'ai vu 4 autres mains levées. Il faut trouver un autre moyen de traiter les choses qu'on n'a pas le temps de dire. Donc, j'aimerais vous inviter à écrire vos commentaires et de les passer au facilitateur des axes, qu'ils puissent les considérer dans la rédaction de cet énoncé. Il faut entendre parler les peuples indigènes parce que je pense que les universitaires ont eu le temps de parler. J'aimerais répondre à Hector que, en bref, ce qu'on tente à faire, c'est on veut identifier ce qu'on peut faire pour porter une différence concrète selon les moyens, les paramètres du financement et des contraintes institutionnelles que nous éprouvons en tant qu'universitaires. Pour grande partie, nous sommes des universitaires qui s'identifient comme des personnes engagées. Et voici, on est aux prises avec ce même enjeu. Et on va voir comment le faire. Ce n'est pas facile pour personne, mais il faut voir comment le faire. J'offre mes excuses aux gens qui voulaient parler. Donc, on va entendre une autre perspective indigène.
et on va demander aux autres d'écrire, de prendre en note vos commentaires ou de le mentionner plus tard en lien avec d'autres axes qu'on discutera. Je m'excuse de vous avoir coupé, mais j'aimerais juste le dire aussi parce que je n'ai pas vraiment compris les mots que j'ai écrits et Microsoft savait comment les écrire, mais ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire et l'Internet ne marche pas. Donc, j'avais la difficulté à comprendre c'était quoi la totalité du projet et quels étaient les buts. Mais je commençais à avoir l'impression qu'il y avait beaucoup de romantisme autour des peuples autochtones et indigènes dans nos sociétés et ça me préoccupe beaucoup parce que, franchement, il y a beaucoup d'épais dans nos communautés. Et il y a des gens, il y a beaucoup d'embûches aussi. Ils sont dans beaucoup, ils sont entre deux mots. On est entre deux mondes. Donc, il faut voir comment ramener des gens dans ces communautés pour qu'ils comprennent les deux mondes. Et les gens, ils vont chasser, mais ils ne le font pas de la bonne façon. Ils vont participer, ils ne le font pas. Ils vont participer dans nos activités culturelles, mais pas de la bonne manière. Donc, ça me préoccupe quand il y a des peuples indigènes qui font du romantisme aussi. Les gens sont des guerriers aussi. Un de nos objectifs avec nos jeunes, ils faisaient partie de la gang d'épais on les envoyait pour faire la guerre. On reconnaissait qu'ils étaient des guerriers. On les envoyait pour faire le trouble ailleurs, pour partir une guerre avec d'autres. Donc, ça me préoccupe. C'est comme tout un gros love-in quand on est comme des calinours. Parce que il y a des peuples indigènes, on est vraiment des personnes dures, des fois, et ils le sont aussi. Donc, ça me préoccupe. Une autre chose qu'on fait, on a un programme de planification, on a un programme de codification. Ça peut nous aider, mais il y a beaucoup de coquilles aussi. Bémol, quand on parle de codification de quelque chose, comment est-ce que ce plan de vie va se traduire quand on parle de codification et des bémols? Ou là, on parle des plans de planification globale, on parle d'identification des membres aussi, de l'appartenance. Ce sont des choses qui ont été faites ici, donc c'était une de mes préoccupations. Donc, qu'est-ce qui va arriver et c'est quoi le but de la fin et comment on va l'évaluer? C'était ma question. Il va falloir continuer. Je vais répondre à cette perception de romantisme. J'essaie de le faire d'un cadre de ma propre culture, de la culture que je connais le mieux, c'est la culture Cri. Et les Cri n'étaient peut-être pas les personnes les plus dures. C'était pas comme les Mohawks qui sont arrivés chez les Cri pour massacrer du monde. Mais ils sont très francs. Ils ont une perspective très franche sur la violence, de leur perspective ontologique. Et ce n'est pas qu'on est tous bons. C'est qu'il y a une loi de réciprocité, et c'est la loi de la nature et de la société humaine qu'il y a de la réciprocité positive et négative. Et si vous cultivez la positive, vous aurez une certaine sorte de relation. Et si vous cultivez le négatif, vous aurez une autre
réciprocité plutôt exploitante. L'histoire Sami du cannibale. Le cannibale est le motif dans la mythologie Cri de cette loi qui est portée à ses conséquences négatives et normatives. Donc, je ne dirais pas que l'ontologie relationnelle est romantique dans ce sens inhérent. Ça reconnaît la normativité positive et négative à la fois. Je voulais juste faire un point. Je l'ai remarqué. Et ce qui pourrait porter la confusion, ils ont dit le projet de vie était le plan de vie. Donc, il y a des parties de l'Amérique de Colombie, le plan de vie est une signification significative et c'est structuré. Un plan de 30 ans, 40 ans, c'était pour répondre à un contexte très institutionnel qui n'est pas l'idée d'un projet de vie. Le projet de vie, ça devrait être dit, c'est un projet de vie et plus ouvert, on ne le sait pas. On ouvre un espace pour discuter avec les communautés. Les communautés discutent parmi eux quelle est notre vision d'une bonne vie. Nous, en tant que chercheurs, on veut soutenir ce qui sort d'une communauté pour dire quelle est la vision qu'ils pourront générer pour mener une bonne vie. Et on ne sait pas c'est laquelle. Et il y a d'autres enjeux que vous avez indiqués. Et je parlais de l'hétérogénéité des communautés. Quand on travaille dans ces communautés, je ne dirais pas qu'ils sont des trous de cul, oui, ou des épais. Oui, il y en a, mais il y a certaines positions qui sont reliées aux façons de vivre et comment ils voient la bonne vie selon leur perspective. Ça dépend de votre perspective. C'est très différent de quelqu'un qui a 40 vaches et quelqu'un qui n'a pas de vaches et qui dépend de la pêche. C'est quoi la bonne vie? Et le défi, en fait, il faut développer quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Et il y a quelque chose qui marchera pour tout le monde. Il y a des positions qui seront tenables pour la communauté. Il y a des positions qui disent « Oh, on va bâtir un barrage, on va vendre les terres aux miniers. » Mais ce n'est pas quelque chose qu'on sait en partant. C'est quelque chose qui doit arriver avec la recherche et le travail avec les communautés. Ce sont les communautés qui doivent déterminer où ils veulent aller. Bon, il va falloir il faut passer au régime et de la territorialité. Do you guys? Yeah. We don't have a slide projector. Okay. We have 4 sides to a room. Sure. If you don't want the We don't podium. need to prioritize any particular one. Sorry. No need to prioritize any particular side. No, absolutely not. You don't want anything on the screen? Just a happy picture. So we're going to address the question of tenure. On va parler le régime coutumier. Je vais faire un commentaire qui est sorti des nouvelles. Il y a un professeur dans une de nos universités canadiennes, l'Université Concordia, qui est incarcérée en Iran et elle a été hospitalisée et elle souffre de certaines conditions médicales. Je voulais juste le soulever, qu'on pense à elle aussi. Il y a des façons différentes d'exprimer notre soutien que nous avons exprimé depuis les derniers mois. I wanted to make a few remarks that are basically Je voulais juste faire quelques commentaires qui sont plutôt théoriques ou d'ordre général. On a des choses à dire sur tous les projets différents. Et je dis que
s'il y a un fil commun dans toutes les présentations qui remonte à la rencontre d'octobre jusqu'à aujourd'hui, ici, c'est la question de territoire. Les territoires des conflits essaient de préserver les terres, se battre pour la terre, une connexion adéquate au territoire, ce qui peut arriver avec certains groupes indigènes, même si nous avons un arrangement complexe et institutionnel pour le projet. D'autre façon, ça revient à la question des terres. Et il faut indiquer les liens entre les programmes de vie, les façons de vivre aussi et les terres. Je vois deux aspects du régime foncier. Un, c'est une question de territorialité aussi. C'est conceptuel et c'est organisé sur le plan politique. Et je veux prendre le mot comme ontologique et par cela, je veux dire des significations que les gens vont investir dans un territoire donné. Donc, c'est quelque chose qui est symbolique et éphémère et une autre chose qui est très matérielle. Et c'est de cette façon que les territoires et les identités sont interreliées. Donc, je ne pense pas qu'on parle juste du régime foncier comme un concept juridique. On parle d'identité, on parle de l'investissement du territoire de façon significative et nous parlons également des pratiques. Oui, il y a toute une littérature importante sur le droit foncier, mais ce qu'on voit partout dans le monde, c'est que les gens ont formé ce régime foncier par leurs propres pratiques. Ils s'installent dans des zones, ils commencent à l'utiliser, ils commencent à évincer d'autres personnes ou ils les accommodent ou ils s'arrangent avec eux. Donc, le régime foncier, ce n'est pas seulement une structure juridique. En fait, c'est la façon dont les gens réclament, occupent et utilisent les terres. Et ça devient un système de régime foncier. Donc, je crois qu'il y a une friction intrinsèque au cœur de tous les systèmes de régime foncier. Nous avons un certain vocabulaire. Nous pouvons parler de régime foncier qui est la possession de la terre. Nous avons un vocabulaire ou une typologie de la terre qui a souvent été conceptualisée de façon évolutionnaire. Quand le monde s'est transféré de la propriété accès ouvert aux terrains privés et aux terres de l'État aussi. Mais il faut le voir de façon plus englobante. Il y a des distinctions entre les terres privées, communautaires ou les terrains d'État. Mais quand on voit dans le monde, on voit des transitions qui ont lieu entre toutes ces formes différentes. Donc, il y a une façon de trouver un mouvement où la reprise des terres de la couronne ou de l'État, on connaît l'appropriation des terres de l'État pour des terres, pour des usages privés, que ce soit privé dans le sens corporatif ou individuel. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, je crois qu'il faut penser aux dynamiques. Et il y en a tellement qui ont été présentées dans les cas que nous avons présentés. Dans lesquels on a des frictions qui sont essentiellement questions foncières, mais on parle de tirer de la couverte de ce côté-là ou de l'autre côté. On ne sait pas comment ces choses vont survenir. Il y a plusieurs aspects de ce qu'on entend. Au niveau de la conceptualisation de l'État, l'État a le pouvoir de s'approprier des territoires et ça devient des forêts d'État ou une partie d'un parc national ou une aire, un secteur que l'État définit comme étant le sien. Alors, une question que je veux mettre sur la table, est-ce que l'État est un acteur positif ou négatif? Et c'est sûr que ça dépend du contexte. L'État peut être très difficile quand on veut garder un territoire communautaire intact, mais de l'autre côté, s'il ne veut pas que ça arrive, ça n'arrivera pas. Si l'État est contre la perpétuation de terres communautaires, alors l'État devient
un domaine ou un terrain pour les combats politiques, parce que si l'État veut ça, ils vont ouvrir l'espace pour ça. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas d'action concrète sur le terrain, ça ne veut pas dire que les choses ne surviennent pas, mais ça veut dire que l'État est un joueur, mais pas toujours de manière négative, qu'il faut combattre et pas toujours de manière positive, dans le sens que ça donne lieu à différentes occasions. Et donc, mon travail, c'est dans l'Afrique de l'Est et je présente quelque chose sur le projet ICAM demain. Alors, je voulais juste dire que les dynamiques, on est tous influencés par les expériences que l'on a. Et en Afrique de l'Est, on a des actifs de groupes qui sont propriété de la communauté et les pressions qu'ils vivent sont considérables, soit de le maintenir, de le privatiser pour que tout le monde puisse avoir du territoire ou assimiler ça dans une forêt ou une terre, un parc national et un désert protégé. On a ce procès continuel de friction et de mouvement et les résultats ne sont pas toujours clairs. Ça dépend du processus politique et c'est pourquoi je pense que ce genre de discussion que l'on a ce matin et l'avenir de ce projet a beaucoup de pertinence et d'impact potentiel. Alors, au lieu de revenir à l'énoncé qui est sur le site Web, qui est très productive, et je pense que c'est une bonne compilation des directions qu'on veut prendre, Charles et moi, on pensait poser quelques questions qui mèneraient à la conversation. Et l'idée, bien sûr, c'est que les questions que l'on peut poser vont permettre à chaque projet dans chaque partie du monde de s'exprimer pour que l'on puisse dire, ben en fait, on n'a pas nécessairement une vision commune des différentes situations, mais on a des conversations et des débats. On a des différences. Par exemple, les ontologies, est-ce que c'est utile ou pas utile? Et ça vaut la peine d'en discuter. Alors, je voulais poser quelques questions. Et Charles, par la suite, va faire le suivi là-dessus. Jusqu'à quel point est-ce que différentes occupations du territoire et le régime foncier, différentes façons de posséder le territoire, est-ce que c'est crucial, est-ce que c'est important pour la perpétuation de la vie et les identités? Est-ce que c'est le concept clé ou est-ce qu'on peut changer le régime foncier, les projets de vie qui pourraient continuer dans différentes circonstances? Je pense que c'est une question importante. Deuxièmement, quel est le rôle de l'État? Est-ce que l'État a une entité simple ou une entité contre laquelle il faut combattre? Et je pense que ce qu'on a entendu, c'est que l'État est un acteur qui vient, qui s'approprie des territoires pour son bénéfice ou le bénéfice d'autres. On a des cas où l'État peut jouer un rôle d'ouverture, ouvrir et produire des opportunités pour les communautés, ouvrir la porte et voyons ce que les gens disent sur le rôle de l'État. Ostrom avait pensez-y bien dans les ressources, la gestion des ressources. Si l'État ne veut pas que ça arrive, on oublie l'histoire. La troisième question. Quelle est la relation entre le régime foncier et comment les gens possèdent le territoire et leur conception du territoire, comment ils l'occupent pour la conservation et pour la durabilité de leur communauté? C'est quelque chose que l'on examine de près dans le cas du projet ICANN en Afrique de l'Est, jusqu'à quel point le régime foncier est une partie critique des attitudes que les gens ont avec leur attitude envers les aires de conservation et la faune et la flore en particulier. Et on a différentes hypothèses et je pense que dans différents secteurs, c'est une question clé. Et la dernière question que je veux poser, est-ce qu'on peut utiliser le terme communauté sans
problématiser ça. Ça, c'est pas pour défaire quelque chose. C'est un concept clé, mais c'est un concept qui est tellement puissant que souvent on manque de contexte et de contenu et on pense savoir ce que ça veut dire la communauté. On utilise beaucoup de mots comme ça, mais quand on y réfléchit vraiment, est-ce que c'est ce groupe, est-ce que c'est ce territoire, qui est exclu, qui est inclus, qui peut être habilité, qui n'est pas habilité, utiliser le terme trop facilement en se référant à des terres communautaires, etc., ça peut nous décourager de faire ce travail d'une importance capitale qui va nous aider à comprendre de quoi on parle quand on parle de terres communautaires. Et dans les communautés, est-ce qu'il y a des différences? Je pense qu'on en a entendu parler il y a quelques minutes, mais différents projets de vie, différents intérêts sont exprimés. Alors, où on étudie, on trouve des combats entre ceux qui veulent maintenir les terres communautaires, qui sont propriété de groupes de communauté, et ceux qui disent ben, je peux pas faire mon projet, je peux pas bâtir une maison, j'ai pas de sécurité, je peux pas créer une entreprise. Donc, j'aimerais casser ça et tout le monde a son morceau de territoire. Ça, c'est une grosse différence, mais c'est une différence qu'on retrouve dans l'histoire. Alors, je pense qu'il faut problématiser et explorer la nature de la communauté en ce qui a trait à la question de propriété, de qualité de vie, de projet de vie, etc. Le monde est complexe et c'est le cas aussi pour les Premières Nations. Alors, laissez-moi aller donner la parole à Charles. Est-ce qu'on va essayer de laisser le temps pour une discussion? Merci. C'est assez intéressant de regarder cette question particulière et écouter ces discussions du point de vue deux continents et un océan qui nous séparent, mais ça aussi amène le point que quand on entend l'expansion coloniale de l'Empire britannique dans le monde, que l'expérience qui a été structurée dans l'Afrique de l'Est est parallèle et répliquée dans l'Ouest canadien. Ces gens-là qui mettaient en place le régime colonial qui définit les lois pour réguler, approprier les terrains et de faire respecter ça par les actions militaires et c'est une culture commune et une communication ensemble. Ceux qui ont fait les recherches archivales, regardé le colonialisme et l'Empire britannique, il y a des gens qui ont circulé, qui ont donné vie à des idées. Et c'est important parce qu'il y a des parallèles dans les manières ou les notions de réserve et les notions d'économie indigène ou une économie plus large, comment c'est structuré, et on voit des traces de ça en Afrique de l'Est et dans l'Ouest canadien et d'autres parties de l'Empire britannique. On a regardé d'autres puissances coloniales qui ont un peu fait la même chose. Je suggérerais que ce qui est intéressant, les différences entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine sont en lien avec notre passé colonialiste plus que les différences entre le genre de colonisation, plus que les différences entre les peuples nord à sud, par exemple. Alors, selon moi, quand on regarde l'énoncé initial qui a été présenté et celle qui a été révisée et qui est dans le site web CECADA, c'est un bon résumé des choses pour la suite des choses et peut-être que les révisions devraient mettre l'accent sur une énoncé qui exprime ce qui a été accompli jusqu'à maintenant dans le projet et ce sur quoi on aimerait mettre l'accent et ce qu'on pourrait faire de manière réaliste pour la suite des choses. Alors, c'est quelque chose de similaire à ça qui s'applique à tous les axes, je pense, d'une manière ou d'une autre. Je voulais aussi parler de cette notion de communauté, parce qu'on parle de la question de régime foncier, c'est d'une importance critique. Et quand on pense à un cours que j'ai fait avec Marilyn Silverman, York University, dépendant de votre point de vue, il n'y a pas si longtemps ou il y a très longtemps, une des choses que Marilyn a mentionné, c'est au niveau opérationnel, au niveau
d'opérationnaliser un concept de communauté, on ne peut pas vraiment le faire. C'est une fiction. Parce que souvent, les anthropologues étudient un village, une tribu, une paroisse, un endroit. Et bien sûr, avant ce cours que je fais avec Mme Silverman, et on n'est pas des boules de billard qui sont sur une table, qui ont ces relations physiques très précises physiquement, mais les cultures humaines et les sociétés sont dans on fait une référence beaucoup plus large. Il n'y a pas de frontières fixes, mais les frontières, c'est ce qui est survenu après l'expérience coloniale. C'est une facette importante du capitalisme et une partie, je pense que je dirais pas le capitalisme néolibéral ou le capitalisme classique ou juste le capitalisme. Si j'étais forcé, je ferais peut-être référence à le capitalisme, late capitalism de Mme Mandel, qui a influencé les écrits de notre économiste politique. Quand on parle de capitalisme, quand on regarde ça, on a besoin d'entités fixes et une autorité politique claire pour pouvoir faire notre mission, pour pouvoir faciliter l'accumulation. Et de manière assez intéressante, nos communautés des Premières Nations utilisent ça de manière rhétorique, mais pas analytique, mais sont structurées d'une façon qui inhibite et qui ralentit la capacité du capital, de l'accumulation du capital. Alors, c'est pour ça que c'est assez intéressant quand on regarde, on est allé de nation à tribu, à foyer, à famille. Et sur le problème, c'est où est-ce qu'on trace la ligne? Et ça dépend de la question que l'on pose. Et des questions de régime foncier, des questions de terre, de façon que c'est exprimé surtout autour de la Colombie-Britannique, c'est de définir la certitude dans la capitalisme pour faciliter le transfert de propriété, de ressources, de connaissances vers les mains de quelqu'un d'autre desquels il va profiter. Alors, ça crée des questions intéressantes, pragmatiques à considérer qui ont tous des implications dans mon travail dans le nord de la Colombie-Britannique. Essayer de voir où la limite dans Principal Harbor, c'est pas une question académique, c'est une question multimilliardaire. Et ça, c'est un problème intéressant. Ça ne devrait pas l'être. J'aimerais ça que ce soit une question plus intellectuelle de qui est là et qui a été là quand. Mais honnêtement, quand on a des grosses compagnies multinationales fondées en Asie et bourgeoisie qui sont là, on compose avec des milliards de dollars sur la table pour exporter les ressources à nos nouveaux maîtres asiatiques. Et le travail académique fait partie de ça. C'est assez intéressant. Et dans ces contextes, typiquement, chaque nation va défendre son territoire basé sur les connaissances traditionnelles. C'est là où les cartes et les endroits, les noms des endroits pour qu'on puisse regarder et utiliser nos connaissances traditionnelles et mettre ça là sur ceux qui vont faire de la chasse et de la pêche, qui comprennent ça, parce que c'est vraiment des distances. Je pense que Paul Dusty a décrit ça dans son livre « Les chasseurs et bureaucrates ». C'est une forme de violence contre la connaissance elle-même, mais Julie Cruikshank a, de façon acerbe, référé à ça comme étant détruire la signification de ça et comment est-ce qu'on quantifie les caribous qui sont sur la côte, qui sont en groupe, et ces défenses s'appliquent ou décrivent excessivement une vision inchangeante de la culture, les Premières Nations séparées de l'organisation de cette nation. Souvent, ces défenses sont reliées à les lois de traité et l'égalité au Canada aux États-Unis. Ils le font au détriment de concepts anthropologiques que les experts ont dans leur salle de classe. Alors, c'est une contradiction académique intéressante parce que plusieurs des opinions des experts sont écrits par nous autour de la table et nos collègues comme nous. Et souvent, ils
détruisent complètement les concepts de classe que les gens enseignent. Alors, les rapports ont l'air très différents de ce qui se passe en salle de cours. Alors, en à côté de ma communauté, dans ma perspective, ce serait une belle étude. J'aimerais faire un groupe de finissants universitaires aller étudier cette contradiction inhérente entre l'opinion des experts et ce qu'on enseigne en salle de cours, parce que c'est vraiment évident et il faut peut-être aller dans les transcriptions de la Cour, les transcriptions publiques et les décisions et les références aux arrêts juridiques. Et c'est des choses qu'on peut voir facilement sur YouTube parce que nos étudiants nous enregistrent, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas. C'est un sujet assez plate et sec des fois, mais bon. Alors, ce qu'on a besoin, c'est une approche qui s'éloigne de ces notions et on va lier la pratique académique et le concept académique à ça sur le terrain et séparer ça du travail appliqué sur le terrain parce qu'il y a un dédoublement de personnalité qui a lieu et qui doit... Je pense que c'est peut-être pas nécessaire, mais ce serait utile de mélanger tout ça et de réunir ces personnalités disparates et en utilisant l'étiquette intersectionnalité. Intersectionnalité ne fera pas disparaître ça. L'intersubjectivité, c'est... un peu regarder de loin un problème et qui nous permet de l'ignorer intellectuellement en réalité. Alors, ça mène à ma réflexion sur une nouvelle approche à travers des questions. Et nos phrases sont phrasées différemment, mais très similaires aux questions que John a énumérées, mais c'est des questions qui émergent à travers différents concepts, même si on partage une similarité historique entre l'Afrique de l'Est et l'Ouest canadien en termes de la structure coloniale. Et je suggérerais, et probablement je dirais que la nouvelle entrée dans le marché impérial capitaliste dans son enjeu en Afrique, comme en Colombie-Britannique, c'est là qu'on appelle ça le capitalisme chinois et des ports et des routes et des facilités d'extraction. Et on est, de manière assez intéressante, on vit et on répond et on existe dans le même monde et on se désarme en ne pas portant attention à ça, ce qui mène un chemin vers l'avenir et ce qui ressort de ça. Je devance un peu les choses là, mais je pense que qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce qu'on pourrait faire qui pourrait être un bénéfice ou une expérience nouvelle avec une situation comme ça. Comment est-ce qu'on peut voir ça comme étant quelque chose d'utilitaire et comprendre l'environnement dans lequel on opère et qui est plus similaire à ce qu'on aimerait croire. Et ça serait utile de savoir que l'on compose avec la même échelle de capital national. Et c'est pas nécessairement les les grosses méchantes compagnies canadiennes, mais la structure du capitalisme global et comment ça utilise les gens par procuration pour faire leur travail de manière qui est assez choquante parfois, et comment est-ce que les chercheurs peuvent aider les communautés en termes de réclamations qui se chevauchent au niveau territorial, qui pourraient amenuiser les droits des Premières Nations, des communautés. Est-ce qu'il y a une façon de le faire? On pense que oui, on le fait, mais je pense qu'on ne fait pas ça. Et ce qu'on fait, en fait, et c'est la question à laquelle je veux répondre, c'est qu'on facilite et on permet l'accumulation de capital. Alors, même si on s'est convaincu qu'en faisant tout ce travail, on aide à défendre les droits de cette communauté, ce qu'on fait, en fait, c'est faciliter le mouvement
dans la prochaine partie de l'accumulation capitaliste parce qu'on rase la route et on claire le chemin pour faire des attentes et on s'engage activement pour définir les frontières. Alors, la Constitution fondamentale qui est rattachée au rôle de l'État, mais ça nous implique, nous, au lieu de vouloir échapper à la responsabilité, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on définit des systèmes fonciers traditionnels? Et donc, comment est-ce que les chercheurs peuvent documenter clairement les changements dans l'utilisation du territoire dans les communautés des Premières Nations qui ne détruiraient pas leur droit de continuer à vivre et à œuvrer dans ces terres? Alors, beaucoup du travail qui est fait autour du troisième foncier, c'est un modèle qui est gelé dans le temps. C'était comme ça, c'est comme ça maintenant, ça sera toujours comme ça. Et à mesure que l'on persiste dans ce genre de documents, nos communautés peuvent continuer de cheminer et donc on peut museler les gens pour se comporter de la façon qu'on pense qu'on se comportait et articuler le fait qu'on est des participants actifs dans notre monde constamment en changement. On a le droit de changer notre engagement avec nos environnements et là où on demeure et c'est ce qui est vraiment à la base de tout. Alors, quel rôle est-ce qu'on peut jouer? J'utilise le mot « nous », je comprends, mais de façon assez de confusion, et je parle de moi en termes de communauté et moi en termes de groupe professionnel, nous en termes de groupe professionnel aussi, et je n'identifie pas quand je change de l'un à l'autre, et je comprends ça, mais ça fait partie de l'ambiguïté que l'on voit ici, mais ça fait partie, quand on parle de ces questions, je pense qu'au niveau fondamental, c'est vraiment ce qu'on fait et est-ce que c'est utile. Et je crois qu'il y aurait une utilité et qu'il y a une valeur, mais il faut totalement questionner cette idée de ce qu'on fait. Et ces deux questions, et la question sur où les chercheurs peuvent aider les communautés autochtones et comment est-ce qu'on peut reconnaître les changements naturels et les vrais changements qui sont à l'œuvre. Alors, dans les années 1800, il n'y a pas trop longtemps, quand un de mes ancêtres s'est rassemblé avec d'autres leaders et a négocié avec le gouvernement provincial et la couronne pour nos réserves, ils ont négocié pour mettre des réserves sur des terrains qui avaient de la valeur commerciale parce qu'il y avait du poisson, du saumon. Et ils ont fait ça pour une raison, c'est parce que c'est des participants réalistes, activement, qui s'adaptent aux changements, aux conditions changeantes. Et ils pouvaient voir que les Européens qui arrivaient voulaient ces poissons et en contrôlant ces endroits, en plaçant des réserves, ils contrôlaient l'économie, les ressources économiques pour l'avenir. C'était traditionnel, c'était constant, mais c'est reconnaître le changement. Pourquoi est-ce qu'on peut, nous, la Guilde, aussi apprécier et comprendre le changement sans présenter ça et dans cette manière nostalgique et de se lamenter de comment les choses étaient dans le passé et de manière romantique? Merci. Merci. Je voulais juste dire que maintenant, on aimerait donner lieu à de la discussion. On espère avoir laissé assez de temps pour la discussion. On veut parler de ces enjeux. Je pense que si on veut enlever 5 minutes de tout le monde pour reprendre l'horaire, il y a 10 questions dans 6 ou 7 minutes. C'est comme ça qu'on aime. On aime ça. OK. Alors, est-ce que juste avant de... c'est Ingrid ou Peter, parce que vous avez été interrompu. Si vous avez des questions ou commentaires sur ce sujet en particulier, je vous donne la priorité. Ça va? Oui? OK. Je vois Hector et Hector. Merci beaucoup. C'est dommage que je doive insister sur un mot, mais je suis assez curieux de ce thème à nouveau. Vous savez, je vis dans une réserve. Il y a ce problème sérieux du système juridique quant à la propriété, les titres de propriété.
Et je pense que c'est ce thème de la tenure, là, mais il y a la question de prendre des décisions. Par rapport au système de propriété, des titres de propriété, etc., c'est quoi le système? D'après nous, qu'est-ce qui manque? Il manque de l'appui, de l'aide juridique directe relativement au titre de propriété, l'accès au titre. La question, justement, de l'accès à la propriété. On connaît ces problèmes dans la communauté, les problèmes de négation des gouvernements, le problème de holding, le problème de négation des titres traditionnels de nos peuples. Il y a les titres coloniaux aussi auxquels on doit faire face. Il y a un autre thème également qui est important, c'est l'acquisition de terres pour les communautés. C'est très important avoir ça à l'œil. Voyez-vous, dans notre région, nous sommes plusieurs peuples. Nous n'avons pas assez de terres. On a besoin de plus d'accès aux terres. Un plus grand territoire est nécessaire pour nos cultures, pour pouvoir conserver les scénarios naturels, pour conserver, au final, notre espace, nos espaces naturels. Bon, ce sont des aires de conservation, des réserves pour le moment, mais le territoire est trop petit. Et donc, les communautés sont confinés et donc il y a des territoires de chasse traditionnels et nous, on n'a pas accès aux terres. Donc, c'est une réalité à laquelle on fait face. Il y a beaucoup de zones sur le territoire. L'institutionnalité des pays, les autorités, nient l'accès au titre de propriété à cause d'intérêts particuliers. Premier élément. Cela est dû aux projets de développement, entre guillemets, les grands méga-projets. En Colombie, par exemple, les autoroutes pour que la marchandise puisse être transportée d'un côté à l'autre. Les terres des communautés autochtones ne sont pas l'objet de titres de propriété parce que, bien sûr, ce serait perçu comme un obstacle. Il y aurait toutes ces communautés qui s'opposeraient au développement. Voilà donc un élément important. Un autre élément, en ce sens, c'est que l'État considère qu'il est toujours nécessaire de résoudre les problèmes fiscaux, les problèmes de PIB qui ne sont résolus que par des investissements provenant de multinationales. Et si les communautés ont des titres de propriété communautaires, ça devient, entre guillemets, un obstacle. C'est perçu comme un obstacle. Alors, nous avons besoin d'aide juridique pour résoudre ce problème de tenure, d'accès à la terre, de titre de propriété, etc. Il y a le problème de la cartographie également. Dans tout ce système de titres traditionnels, il faut lier ça au thème de la cartographie intérieure des terres. Merci. Merci. Je vais garder ça court. Une des choses qui m'intéresse depuis toujours, parce qu'on parle toujours de titres traditionnels, les cours parlent toujours de titres en équilibré avec les visions européennes du titre de territoire. Et ce que je vois, pas de des cours maintenant, c'est de considérer que les nations avaient des centres d'échange et on avait ce que nos aînés appelaient le petit New York où on permettait aux autres de venir, mais le fait qu'on n'a pas gardé ces gens-là à l'extérieur et que l'on n'était pas propriétaire de ce territoire, est-ce que ça a du sens? Oui. Alors, l'autre chose, le Canada est très hésitant à parler de ça, c'est les actions militaires que les Premières Nations pourraient avoir. Et je ne sais pas ce que les anciens généraux disaient, mais un des anciens généraux a dit si on prend le contrôle de la rivière pour contrôler la région, parce que la rivière, les rivières, c'est les veines qui font cheminer le sang dans la région. Et quand on contrôle ces rivières, quand on parle de notre situation où nos gens ont pris contrôle des rivières. Et pour moi, c'est une action militariste. Et sur la rivière Fraser, j'ai vu des cartes où le Pénéloquet, ma tribu, avait des villages dans Western Island et Soumis avait des villages de l'autre côté de Western Island. Et
Pour moi, c'était ces actions militaristes et c'était de prendre le contrôle d'une région. Et je ne vois pas ce genre de choses considérées par la Cour. Il semble penser à cette collectivité de responsabilité et de propriété. Et je pense que Brian et moi, indépendamment, on a réalisé qu'il y avait des aspects individuels, familiales, communautaires au niveau des titres dans notre vision du monde et les cours semblent penser que le juridique semble penser que c'est cette représentation de qui peut être propriétaire du territoire, qui peut être propriétaire de l'océan, des oiseaux, et mon peuple semble avoir une bonne compréhension très claire de ça. C'est des choses que je ne vois pas nécessairement dans les discussions autour de régime foncier coutumier. Ça me préoccupe que il me semble qu'il nous laisse en arrière ou il nous simplifie aussi. C'est comme le noble guerrier ou le noble indien. Ça me préoccupe, cette image, parce que les gens de ma région comprenaient bien la terre et sa valeur aux individus, aux familles et à la communauté en entier. On connaissait aussi, comprenait bien l'importance des emplacements, surtout sur le plan militaire. Et quand quelqu'un se trouvait à l'ouverture de cette rivière, il y avait une grande influence sur les autres personnes qui pouvaient y accéder. Et l'aspect commercial ou pour le troc, nos valeurs sont diminuées autant que notre savoir traditionnel. On tient la science ici, la science occidentale, et nous, on est considéré comme un petit projet de rien à côté. Mais nous, on était parmi les personnes les plus fortunées sur la côte, et on ne l'entend pas dans ces discussions sur le régime foncier coutumier. Donc, on va continuer avec les interventions s'il y a un suivi avec les leaders de l'Axe. J'ai un commentaire sur le rôle de l'État et du régime foncier. La question qui a été posée, c'est presque évident. La direction prise par l'État. Et j'ai tendance à être en désaccord parce que ce qu'on voit dans les temps à l'époque du régime foncier, il y a des élites dans l'État qui poursuivent leurs intérêts en faisant semblant que c'est pour l'État. Normalement, l'État travaille pour le meilleur intérêt de tous les citoyens, y compris les communautés. Mais je prendrai un exemple de la conservation, par exemple. Quand ils enlèvent des terres des communautés indigènes pour des buts de conservation, on pense que les élites dans le gouvernement aimeraient présenter les choses comme un conflit. Quand ils regardent un arbre, il y a une différence. Pour eux, les arbres sont le bois d'œuvre. Et la plupart des communautés regardent les arbres comme des sources de vie ou autrement. Donc, les gens qui gèrent l'État, quand ils présentent la raison pour la conservation, ils devraient le regarder de la même façon que les communautés. Il est peut-être le rôle de l'État et le rôle des élites devraient être différenciés. Il y a aussi le rôle du régime foncier et des communautés concernant la conservation. Je pense qu'il est évident. Le régime foncier, la propriété, je l'ai mentionné hier.
quand les communautés regardaient des propriétés, c'était comme si un propriétaire privé s'occupe de sa maison à sa cour arrière. C'est quelque chose que tu possèdes. Donc, il y a une relation directe entre la conservation et le régime foncier. Il regarde, voici mon territoire, je dois s'en occuper pour qu'il s'occupe de moi. Voici sa relation. Le territoire n'est pas seulement une propriété, c'est une propriété que vous avez maintenant, mais il y a quelqu'un qui était propriétaire avant et ça va continuer. C'est pour l'avenir. Donc, on s'en occupe pour toi-même et pour l'avenir. Il y a des communautés qui ont leur contexte différent, comme les communautés. Dans les communautés, et il y a le régime foncier et des utilisations différentes du territoire dans la communauté. Ça existe aussi. Les communautés, les différents membres de la communauté ont des usages différents pour le territoire. Ce n'est pas seulement que le territoire. Tous les gens n'utilisent pas le territoire de la même façon. Il y a des gens dans les communautés qui pourraient l'utiliser pour, mettons, une partie pour l'apiculture. Il y a des façons de partager des ressources. On peut l'appeler l'usage individuel, mais c'est l'utilisation de la ressource de façon collective. Voici des commentaires. On prendrait une autre intervention avant de passer à la pause. J'aimerais mettre un commentaire aussi, puisque plusieurs ici ont parlé de leurs besoins particuliers, propres à leur communauté. J'aimerais donc moi aussi partager notre expérience en ce qui a trait au territoire. J'aimerais également soulever un point, puisque je suis ici, je vais en profiter. On a eu plusieurs problèmes. Il y a eu les problèmes de revendication territoriale. Nous avons perdu nos terres, notre territoire. Ils ont vendu ces terres à des partis turcs. Alors moi, je représente cette communauté du peuple chou du Haut-Paraguay. Nous travaillons actuellement conjointement avec les leaders. Le chef Mario a participé à un de nos ateliers récemment. L'idée était de savoir comment sortir de cette situation, comment trouver des solutions, des stratégies. Et bien sûr, il y a les docteurs, les anthropologues qui participent. Avec l'aide de toutes les équipes, nous pouvons, je pense, créer un bon document, bien le rédiger afin de pouvoir s'attaquer au gouvernement. De telle façon, à ce que le gouvernement nous donne les opportunités que nous pouvons obtenir sur nos territoires. Nous avons fait appel à la Cour suprême de l'État. On n'a jamais eu de réponse auparavant lorsqu'on a mené nos luttes en ce qui a trait au territoire. Mais que faisons-nous? Nos chefs, nos leaders travaillent ardemment. Nos peuples autochtones, nous, peuples autochtones, avons essayé de trouver un mécanisme alternatif en ce qui a trait à ce thème de revendication territoriale, pour retrouver nos territoires en créant nos propres fonds. Il y a l'artisanat qui est utilisé, entre autres, pour pouvoir payer tous ces arpenteurs, tous ces spécialistes de la cartographie pour pouvoir bien délimiter notre territoire. Nous sommes vraiment écœurés de devoir nous soumettre aux techniques juridiques, légales. Comme au Paraguay, on dit souvent, on se fiche pas mal de nous. Hein? C'est ça qu'on dit. Et c'est vrai. Et il y a ce mécanisme juridique de la Cour interaméricaine. Et donc, on peut faire pression ensemble. Il faut s'assurer que notre peuple puisse s'unir et nos peuples s'unissent, les Hauschi et autres, pour que nous puissions
faire des pressions grâce à ces documents que nous allons rédiger. C'est pas facile à faire parce que souvent, on dépend du gouvernement, d'autres organisations. C'est pour ça qu'on fait des requêtes. Et ça va être plus dur, en fait, plus difficile d'aller récupérer nos terres. Ce rapatriement des terres est difficile. Et on fait face au même problème. Nos camarades, nos frères et sœurs ont ces mêmes problèmes liés à la terre. Également, je crois que le problème aussi, c'est un problème de parc. Nous avons un parc et depuis la création des parcs, on n'a jamais eu la possibilité de participer dans ces activités de parc. Les gouvernements font des parcs, mais ils oublient ceux qui vivent dans ces parcs. Le gouvernement oublie les conditions de vie de ceux qui vivent dans ces parcs. Ils oublient qu'on existe là comme peuple. On souffre. Nous vivons dans ces parcs et souffrons puisque nous vivons de la terre-mère. Cette petite intervention, c'est un commentaire, bien sûr, mais nous tous qui faisons partie de ce groupe, nous tous ensemble, pouvons certainement rédiger un document pour nous aider devant les autorités, les instances. Voilà, c'était mes commentaires. Je voulais brièvement parler de ce que nous vivons également quant au thème territorial. Les terres, c'est un thème mondial, universel. Au Paraguay, on souffre comme on a vu souffrir d'autres peuples. On a vu les témoignages. Notre sœur de la Colombie, par exemple, ils connaissent les mêmes problèmes. Il nous faut donc trouver de nouvelles stratégies afin de pouvoir s'attaquer à la tête du système. Je pense que on pourra faire quelque chose ensemble, on pourra réussir. Merci. Last word. Dernier mot. Je vais essayer d'être bref. Il me semble que lorsqu'on parle de titres de propriété, la question de tenure, des fois on sépare ça d'autres types de droits. Les droits à la terre, c'est important, mais la seule garantie pour la sécurité d'un territoire, c'est que tout doit être fondé sur la force d'un gouvernement. Nous avons nos propres systèmes d'institutions de gouvernement, nous, les peuples autochtones. Ils ont été affaiblis, bien sûr. Ils ont été dénaturés, mais ce sont des autorités qui existent toujours, des autorités autochtones. On n'aurait pas pu s'organiser si on n'avait pas eu notre système juridique, notre système d'éducation, notre système de gouvernance, notre système de santé, nos systèmes de production. Nous ne serions pas des nations sans ces systèmes. Nous n'aurons pu veiller au bien-être de tous dans nos peuples si on n'avait pas eu ces institutions qui ont été renforcées. Nous sommes dominés actuellement. Nous sommes des peuples menacés. D'accord. Et donc, il n'y a pas de garantie en ce qui est trait à la sécurité des terres, à la propriété, à l'accès aux terres. Il faut donc consolider nos systèmes, nos autorités. Un autre élément important, c'est ce qui a trait à la sécurité et les titres de propriété. Nous devons générer des politiques de restitution territoriale. En Argentine, pour être plus pratique, on a approuvé une loi nationale qui oblige le gouvernement à délimiter les territoires pour garantir une certaine sécurité territoriale, un certain accès aux terres. C'est un programme qui ne fait que reconnaître les positions actuelles, c'est tout. Elle ne va pas plus loin. Ce programme ne traite pas de l'histoire de saccage, de spoliation des territoires. Alors, on ne peut pas réparer les choses, les désastres qui ont été créés auparavant en considérant juste les revendications qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Il faut aller plus loin. Il y a la question de justice territoriale. Il faut que le gouvernement prête attention à ça pour résoudre le problème.
Il y a des conflits liés à l'accès aux terres, mais c'est parce qu'on a été dépouillé de nos richesses naturelles par l'État. Donc, cette politique de restitution territoriale doit être le fruit de négociations sérieuses entre les gens de l'État et nos représentants, mais c'est une carence parce que les politiques actuelles de solutions territoriales ne vont pas assez loin. Merci beaucoup. Any last comment before we... D'autres commentaires avant la pause? Juste quelques commentaires rapides. La question du militarisme. C'est intéressant que les pouvoirs coloniaux ont affirmé la conquête militaire comme la base de leur droit de propriété. Donc, je prends votre point. Je pense que c'est une observation très intéressante. Pour Peter, il y a deux façons de conceptualiser l'État dans ma lecture. Il y en a une que l'État est comme le soutien au capitalisme. C'est une structure légale qui soutient le capital. Et aussi, une autre perspective, c'est que l'État reflète les contradictions et les lacunes dans la société. Et dans la situation des Kenyans, comme il a parlé, c'est un État qui est allé du premier modèle au deuxième. Il y a beaucoup d'énergie qui a été dépensée à discuter, à débattre un projet de loi foncier communautaire. Donc, ça ouvre la possibilité à l'action et la discussion dans l'avenir. Et mon dernier commentaire, je discute le régime foncier et la conservation. C'est intéressant quand Hardin a dit si vous avez une propriété commune, vous ne pouvez pas faire de planification à long terme à cause des intérêts à court terme. Et on a entendu une belle démonstration que les droits communautaires mènent des gens à penser à long terme, avec surtout en ce qui concerne le territoire. Un point sur Hardin, qui est souvent négligé. Hardin, son PhD, et s'est développé dans le contexte de l'Ouest américain où il exterminait et évinçait les gens. Donc, les commentaires dont il parlait c'était un commun inventé, un commun capitaliste, ce qui est ironique avec les débats environnementaux. Mais ils oublient tout le temps qu'il fallait exterminer et évincer les gens pour créer ces conditions. Je ne voulais pas dire plus, mais il fallait que je le mentionne. Je crois que le café sera encore chaud. Nous avons des cadeaux du grand chef. Il y a 50 tresses de foin d'odeur. Il y en a une pour chaque participant. Ils sont à l'extérieur. Et on peut revenir en 10 minutes, s'il vous plaît. Entonces me dices que la traducción viene siendo, no es plan, es proyecto. ¿Y cuál viene siendo la diferencia sustancial entre plan y proyecto ahí? Que lo que decía, que en Colombia, por ejemplo, el plan de vida resuena con una cosa muy específica, y no es la noción